Donc voilà, 5 ans pour le Perfug. J'en profite pour remercier l'équipe qui, vous ne le voyez pas, mais qui avec moi montons tout ça. Benjamin qui est avec nous, qui a mis à jour le site, qui met le site à jour tout le temps, qui m'aide à monter, démonter la salle, à tout ranger, à faire ça, en sorte que ça se passe bien. Donc merci Benjamin. Et Borémy qui va nous rejoindre dans la soirée, qui l'a fondé avec moi donc depuis le départ, et qui s'occupe de tout ce qui est le pot que vous verrez tout à l'heure, choisir les speakers avec Benjamin et moi, monter, démonter la salle. Donc merci à tous les deux, sinon on n'aurait pas tenu 5 ans si on n'avait pas été tous les trois à faire avancer le meet-up. J'en profite pour rappeler également qu'il y a des vidéos. Merci à Borémy qui est l'un des plus gros contributeurs. On filme, c'est pour ça qu'il y a le micro, c'est pour enregistrer le son. Elles arrivent pas très vite parce qu'on fait ça sur notre temps libre, mais au bout de quelques mois, vous pouvez espérer avoir la vidéo du meet-up correspondant. On en a mis récemment en ligne. Je crois que c'est à peu près bon pour celle du début de l'année. J'en profite également pour remercier Octo, Octo qui nous héberge depuis les 5 ans, qui vous offre le pot qu'on va prendre tout à l'heure après la présentation. Je profite pour dire que Octo recrute sur des sujets techniques comme la perf, mais pas que, tout ce qui est autour de big data, autour du machine learning, autour des architectures cloud. On cherche des gens, donc si vous pouvez être intéressé, Benjamin, Bory et moi, on fait partie d'Octo, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour en discuter durant la soirée. Et puis quand même, on est là pour parler du sujet de ce soir, donc une partie performance au sens de comment optimiser le code pour qu'il soit plus performant. On va parler de traitement très consommateur qui est le traitement d'image, et on va regarder l'utilisation du GPU. Une utilisation du GPU à travers un outil qui va nous permettre de transformer du C# en code pour le GPU. Et c'est Régis qui va nous parler de ça, après pas mal d'études sur les maths appliquées. C'est spécialisé là-dedans. Et donc je vais lui laisser la parole pour vous présenter tout ça. Et puis ensuite on prendra le pot comme d'habitude. Et puis je vous donne rendez-vous. Alors voilà, le slide n'était pas dans l'ordre. Le slide pour Octo, pour vous montrer un petit peu ce qu'on fait, voilà, du BDA, du NoSQL. Et l'adresse recrutement-octo.com si vous avez une question que vous n'osez pas nous poser. Prochain meet-up courant juin. Là, ça sera plutôt de l'APM, comment profiler une application en Java et avoir des métriques dessus. Donc, ça sera la 3e semaine de juin, aux alentours du 20 juin. On communiquera dans quelques semaines sur le contenu exact et sur l'intervenant. Vous avez d'ores et déjà toutes les dates de l'année, de façon à pouvoir réserver vos dates. Au mois de juin, la date va changer. Ça ne sera pas le 20, mais le 27. Voilà, j'ai assez parlé. Je vais laisser la parole à Régis pour parler du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, la performance sur le GPU. Ouais, merci. Alors, on va espérer que le projecteur fonctionne, qu'il marchait tout à l'heure. Pardon. Et je cliquais. Ah. Seigneur, faut que j'aille tout là-haut. Non, je peux pas l'extendre, en fait, je suis obligé de le dupliquer, de le mettre sur... Non, il veut pas. Voilà. Non plus. Seigneur Dieu. Bon, je vais revenir en mode normal. Voilà, et je vais tout recommencer. Ça marchait, pourquoi ça ne marche plus ?
Ah oui. Là. C'est incroyable. Mais dans un chien. Ah. Superbe. Non, après ces petites déconvenues technologiques. Donc merci à Octo et au Perfuseur Group de nous recevoir pour présenter. Et merci à tous d'être venus. Moi je m'appelle Régis Portales, je travaille chez Altimesh, dont Florent ici est le dirigeant. C'est une entreprise qui a une dizaine d'années et on fait principalement un compilateur qui s'appelle LibriDizer qui transforme donc du C# en code GPU, mais aussi en d'autres choses, donc qui permet d'accélérer sur des processeurs x86 ou encore autre chose. On en parlera un peu plus tard. Aujourd'hui, on est là pour parler donc d'image processing. Pourquoi l'image processing? Pour deux raisons. D'abord parce que c'est un truc coûteux, donc ça se prête à l'optimisation et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. D'autre part, parce que ça se parallélise très bien. Ça se parallélise tellement bien qu'en fait les GPU sont presque faits pour faire l'image processing. Et donc ça nous permettra de partir de quelque chose en C# qui marche bien et d'aller jusqu'à tout au fond de la chaîne d'optimisation pour aller sur quelque chose qui est quasi optimal sur un GPU. L'exemple qu'on a pris, c'est le filtre médian. C'est un filtre donc, qui permet d'enlever du bruit, qui sont un bruit de pic de pixels blancs par exemple, ou de pixels noirs. Donc on a une image avec un bruit aléatoire blanc, et on applique le filtre et on a une image dénoisée. Ce filtre, il a donc l'algorithme il est assez simple. Pour chaque pixel d'entrée, on lit les pixels voisins dans un voisinage carré d'une certaine largeur qu'on appelle window tout du long de la présentation. Et donc on lit tous les pixels de ce carré de pixels et on prend le pixel médian, c'est-à-dire qu'on les trie et on prend le pixel du milieu. Donc en théorie, pour chaque pixel, on lit donc 2 fois window plus 1 au carré de pixels de l'image d'entrée. Alors on va voir plus tard qu'en fait on peut ne pas les lire, mais ce sera vraiment à la fin. L'avantage de ce filtre, c'est qu'il est très simple à implémenter naïvement. Par contre, il est assez compliqué à implémenter de façon optimale sur un GPU, ou même sur un CPU d'ailleurs. Et donc ça vous nous permettra de voir toute une chaîne d'optimisation, de la plus naïve à la plus complexe. Donc l'overview de ce qu'on va faire en gros, c'est d'abord on va prendre le code initial, on va le masser pour qu'il puisse être parallélisable. Donc ça c'est les étapes 1 et 2 qui sont nécessaires, qui coûtent quasiment rien, c'est juste calculer les index à la main, mettre un parallèle fort, etc. Ensuite on a une autre étape qui consiste à exécuter ce code là sur un GPU. Donc ça c'est assez simple avec LibriDizer, on décore la méthode, ça génère du code CUDA, on l'exécute. On va voir que au début ça marche très mal, puis on optimise, ça marche mieux. Ça c'est une partie qui coûte pas cher, c'est assez rapide à faire, c'est de l'ordre de, je sais pas, 2 heures. On obtient un certain speed-up par rapport au code initial. Ensuite, on va voir comment faire des optimisations un peu plus avancées en utilisant des fonctionnalités spécifiques au GPU, donc comme de la shared memory ou des mémoires textures. C'est quelque chose qui est un peu plus long à faire. Il faut déjà un petit peu plus d'expérience en GPU. C'est peut-être un peu plus risqué. On a un petit bonus. Et à la fin, donc on va faire une étape, on va aller vraiment chercher la performance le plus loin qu'on peut sur le GPU. Là, c'est beaucoup plus long. Ça demande beaucoup plus d'expertise GPU, voire même de l'expertise C++. On verra pourquoi, et je vous laisse le speed-up en surprise. Donc pour rappel, le filtre médian, c'est un problème de stencil, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas évident à implémenter efficacement. Sur un code plus simple, on n'aurait pas besoin de faire 5. On pourrait se contenter, on pourrait s'arrêter à 4, voire à 3, ça marcherait déjà pas mal. Alors, donc on va commencer par le code d'entrée, qui est du code C# qu'on a récupéré de la librairie AForge, qui est une librairie open source de traitement d'images en C#. Et c'est ça qu'on va porter sur un GPU. Donc, est-ce que, déjà, au premier regard, vous pouvez me dire ce qui ne va pas dans ce code? Il y a plein de choses qui ne vont pas, mais il y a un truc qui ne va pas du tout. Ah non, ça j'ai juste viré le test, parce que ça faut que ça rentre dans les slides. Mais oui, effectivement. Enfin, StartX commence à Windows, en fait, par exemple.
Alors, je vais vous indiquer, bon, en fait c'est là, c'est qu'on travaille sur des pointeurs, et on incrémente le pointeur à l'ancienne, dans une boucle qui est à l'intérieur de ma chaîne de boucles. Et donc, j'ai des dépendances de boucle, et donc la boucle d'en haut, je ne peux pas la paralléliser. Et du coup, en fait, j'ai un code qui est forcément monothread, je peux pas multithreader ça. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des optimisations à l'ancienne, hein, avec des pointeurs qu'on incrémente à la main, avec des décalages de bits au lieu de diviser par 2, alors qu'un compilateur saura qu'un décalage de bits, enfin une division par 2, c'est décalé de 1. Ça demande de l'unsafe, ce qui est pas top pour un projet C# si on n'en a pas vraiment besoin, parce que du coup ça veut dire qu'il faut compiler tout le projet en unsafe, donc n'importe qui pourra faire de l'unsafe ailleurs. Donc ça va pas. Donc ce qu'on a fait en première étape, c'est tout simplement autoriser la parallélisation, et donc calculer nos index à la main comme un bon élève d'entretien d'embauche. Et donc on a toujours notre tableau, c'est quasiment le même code. Et sauf que ici, au lieu d'avoir étoile pointeur, j'ai une input avec un index que j'ai calculé. Ça a le mérite du coup déjà d'avoir aucune pénalité de performance. C'est dans la marge d'erreur, quoi, c'est 5 ou 10%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui le jitter C#, enfin le jitter .NET, il est quand même devenu plus malin qu'à l'époque où ils ont écrit ce code, je pense. Ça a l'avantage que le code est beaucoup plus lisible, et que maintenant, comme les boucles sont toutes indépendantes, je peux paralléliser. Donc en C# aujourd'hui c'est devenu facile de paralléliser, je fais un parallèle for sur ma boucle extérieure, et je garde tout le reste identique. Donc simplement le buffer, je le mets à l'intérieur du parallèle for au lieu qu'il soit à l'extérieur de la boucle, parce que chaque thread en aura besoin. Et sinon le code est exactement le même. Donc là, on n'a pas fait grand chose. On a dû travailler 10 minutes, une demi-heure, et on va 5 fois plus vite sur CPU. Alors, l'étape d'après, ça va être de porter ça sur GPU. Alors c'est là que l'hybridizer intervient, donc notre produit. Mais d'abord, je vais commencer par parler un petit peu de comment ça marche en GPU. Je ne sais pas qui ici a déjà programmé sur un GPU, et qui a fait du calcul sur GPU. Les mêmes. Donc, pour les autres, donc, je vais rappeler comment fonctionne un GPU. Donc, un GPU, vous avez des corps qui ne sont pas exactement les mêmes corps que sur un CPU. L'équivalent d'un corps CPU, c'est plutôt ce qu'on appelle un multiprocesseur, donc un streaming multiprocesseur, qu'on appelle SM. Ce multiprocesseur, il est décomposé en petits coups d'accord. Et donc, quand vous achetez un GPU, quand on vous dit 3584 coups d'accord, en fait, vous n'avez pas 3584 corps CPU. Vous avez des trucs plus petits, on va voir la différence. L'équivalent d'un corps CPU, c'est plutôt le multiprocesseur qui, lui, est composé de 128 coups d'accord, en fonction du GPU que vous achetez. Et les coups d'accord, donc ces petits machins à l'intérieur, c'est plutôt similaire aux lanes des instructions vectorielles. Donc quand vous faites de l'AVX ou du SSE, de l'AVX2, de l'AVX 512, vous processez les données 8 par 8, 16 par 16, que sais-je. Et à l'intérieur de ces registres vectoriels, vous avez 8 données, et ces données sont traitées en parallèle, et c'est le coup d'accord est à peu près l'équivalent de ce que vous avez à l'intérieur de ces lanes vectorielles. Ça, comment ça se programme? Donc le modèle de threading n'est pas tout à fait le même non plus. Vous avez une grille de thread qui est décomposée en blocs de thread, et un bloc contient donc des threads. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image ici. Les grilles et les blocs ont des formes configurables, donc vous pouvez avoir des grilles 2D, des grilles 3D, des blocs 2D, des blocs 3D, vous mettez ce que vous voulez. Donc, si vous traitez des données en 3D, ça peut être pas mal d'avoir des grilles 3D. Et un bloc de thread, donc ici qui a 4 x 12 threads, tourne sur un seul multiprocesseur. Donc un petit mot sur l'hybridizer, puisqu'on va en parler juste après. Donc, comme je disais au début, c'est un compilateur qui, dans le cadre de sa présentation, cible des GPU NVIDIA. Ça cible autre chose aussi, donc des processeurs x86 par exemple. Les modifications sur le code, c'est essentiellement des modifications d'attributs, donc de metadata. Donc sur le code C#, ça n'a pas d'impact de performance. C'est intégré avec le debugger et profiler des outils de Visual Studio et d'NVIDIA. Et ça supporte des fonctions avancées comme des génériques ou des fonctions virtuelles. Vous pouvez télécharger une version d'essai sur le Marketplace Visual Studio. Il y a une version professionnelle qui est disponible en bêta sur notre site.
Et la version complète, elle est déployée chez des clients, mais il faut plutôt nous contacter pour y avoir accès. Donc, je reprends mon code, je rajoute dessus l'attribut entryPoint. Et là, l'hybridizer va, à partir de ça, générer un code CUDA qui va pouvoir s'exécuter sur le GPU. Je vous passe les 2 lignes de boilerplate code qui permettent d'invoquer ce kernel depuis C#. C'est quelque chose de 2 lignes. On va rappeler la DLL générée et puis on l'exécute. Et donc, surprise, qu'est-ce qu'on obtient comme performance? Pas grand-chose. Donc on est à peine plus rapide que sur le CPU. Donc là, vous pouvez vous dire, j'ai acheté ma carte à 1000 $, j'ai x1,5, c'est quand même décevant. Je vais me plaindre à Nvidia, c'est probablement la faute de l'hybridizer, je vais me plaindre à Altimesh. Donc on va voir pourquoi ça marche pas. Donc il y a 2 raisons principales, je vous fais pas la question. Première raison, c'est que ici, dans ce parallèle fort, on fait une allocation donc en new sur le tas. Donc ça, l'hybridizer, il fait ce qu'on lui dit, on lui demande une allocation sur le tas, et il fait une allocation sur le tas. Sauf que sur un GPU, c'est très lent. Faire malloc sur un GPU, c'est très lent. Vous pouvez pas allouer grand-chose en plus par thread. Parce qu'on verra plus loin qu'au lieu de 8 threads, vous en avez 10 000 ou 20 000. Donc un malloc, ça coûte très cher. Je sais pas comment comment il fait en vrai. C'est probablement l'équivalent d'un call system, d'un call driver, et ça doit coûter très cher. Donc on va l'enlever. Et au lieu d'utiliser le tas, du coup, on va utiliser la stack. Donc pour ça, on remplace juste notre new short crochet par un new stack array, qui est une structure qui est exposée par l'hybridizer, qui en C# fait exactement la même chose que new crochet, mais qui, dans le code généré, va générer ce genre de choses. Donc, pour ceux qui font du C ou du C++, ça c'est un tableau de stack. Et donc ça bénéficie du cache. Et si ça rentre, ça va bénéficier des registres. Et donc, d'une part, on n'a pas l'allocation par le driver, et d'autre part, la vitesse d'accès à cette mémoire-là sera beaucoup plus rapide. Donc, qu'est-ce qu'on obtient avec ça? C'est un peu mieux. On est à fois 25 et quelques, je ne sais plus exactement les chiffres. Il y avait un autre problème, mais pour l'autre problème, c'est un peu plus compliqué. Il faut raconter un peu comment il fichu un GPU à nouveau. L'autre problème, c'est que voilà, c'est un CPU, un GPU, vous n'avez pas la même quantité de parallélisme. Donc sur un CPU, sans rentrer dans tous les détails, vous avez entre 32 et 704 bonhommes qui travaillent en même temps. Sur un GPU, ça commence à 3500. Si vous n'avez pas au minimum 3500 bonhommes qui travaillent en même temps, vous sous-utilisez votre carte. Et donc en fait, vous faites rien. Vous pouvez monter jusqu'à 100 000 threads, 160 000 threads, etc. sur des gros GPU. Donc, dans notre modèle de parallélisme ici, on avait fait un parallèle fort sur les lignes. Donc on avait le thread 0 qui faisait toute cette ligne, le thread 1 toute cette ligne, etc. Ça marche bien sur un CPU parce qu'on a 8 threads, donc, ou 4 threads, peu importe. Donc votre CPU va faire ses lignes et tous les threads vont être occupés. Sur un GPU, dans mon cas, sur une 1080 Ti, donc c'est une grosse carte, j'ai lancé le kernel avec 57 000 threads. Donc, comme j'ai que 1900 lignes de pixels, parce que mon image fait 1960 par 1960, j'ai ça moins ça de threads qui font rien. Donc, comment on améliore ça? Plutôt que faire un parallèle fort tout simple, on va faire un parallèle 2D. Donc, on va mettre un parallélisme, au lieu de le faire par ligne, on va le faire par pixel. Donc, ça, parallèle 2D, c'est une structure qui est exposée par l'hybridizer, qui est similaire à parallèle fort en C#, ça fait exactement la même chose. Mais en CUDA, ça va générer une grille 2D. Donc une grille 2D, c'est quoi? Si vous avez un bloc de thread ici, donc ici, il y a 4 par 4 threads, un deuxième bloc ici, un troisième bloc, etc. Et donc chaque thread de chaque bloc va s'occuper, le premier thread va s'occuper de ce pixel-là, etc., etc. Et donc là, du coup, comme on a 4 millions de pixels, et 57 000 threads, on remplit suffisamment le GPU. Tous nos threads vont pouvoir bosser comme il faut. Et donc on se retrouve avec quelque chose qui va un peu mieux. Donc on est à 80 par rapport au code initial. Donc pour info sur les vrais temps, à Forge prenait 4 secondes. Maintenant sur le GPU, on prend 53 milli. 53 milli.
Donc c'est pas mal. On pourrait s'arrêter là si on est content, parce que ça ne nous a pas coûté bien cher de faire ça. On peut essayer d'aller plus loin aussi. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Pour ça, il faut commencer par profiler l'application et regarder ce qui se passe sur la mémoire. Donc on voit que les transactions mémoire de ce kernel ici, on lit et écrit 1,7 GB pour exécuter ce kernel, alors que notre image fait un peu moins de 4 mégas. Donc je ne sais pas ce qu'on fait, mais on fait quelque chose qui ne va pas, manifestement. Il semble qu'il y a de la place pour optimiser. Alors, comment on peut faire mieux? Comme sur un CPU, il faut utiliser le cache. Donc, quand vous avez ici, par exemple, deux threads voisins, avec une window de 2 ici, donc ce thread-là va s'occuper de cette zone-là, va devoir charger ces pixels-là, alors que celui-ci va devoir charger ces pixels-là. Donc toute la zone encadrée de bleu ici, c'est des pixels communs. Si je les ai chargés pour le premier thread, je les ai déjà pour le deuxième thread. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est les mettre dans un cache, et si on étend tout ça à tout notre bloc de thread, donc j'ai un thread par pixel dans ce petit carré bleu, mon premier thread il va charger tout ça, et mon dernier thread il va charger tout ça. Donc toute cette zone bleue transparente, on va la mettre dans le cache, et on va utiliser ça plutôt qu'utiliser la mémoire globale. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser comme cache? Il y en a plein. Sur un GPU, on va utiliser la mémoire, la shared memory, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, mais en partagé. Donc c'est une mémoire, c'est l'équivalent d'un cache L1 en gros, sur un CPU. Sauf que sur un CPU, vous n'avez pas grand chose comme contrôle, vous avez prefetch et evict. Ici, vous avez un contrôle quasi complet. Elle est donc comme un cache L1 sur le chip, donc tous mes threads du bloc y ont accès très rapidement. Et elle est accessible par le bloc entier. Donc dedans, vous pouvez mettre 48 kg à peu près, 96 sur les dernières, sur les Volta. En vrai, c'est pas tout à fait possible, mais bon, c'est entre 48 et 96. Alors comment on fait ça? Le code s'allonge petit à petit. Au lieu d'utiliser mon stack array, alors je déclare un cache ici, que je déclare en utilisant cette structure qui s'appelle shared memory allocator. Donc ici je dis j'aurai besoin de cache width fois cache width ushort, quelque part dans le cache. Donc ça, LibriLaser va s'occuper de générer ce truc là. Et ensuite, au sein de ma boucle, qui a changé entre temps, parce que j'ai une grille 2D maintenant, un peu plus compliquée avec de la shared, donc je vous passe les détails de ça. Ici je charge mon cache, donc j'ai ça rentrait pas dans les slides, donc je fais une petite boucle en gros sur ma fenêtre que je vais mettre dans le cache. Je charge tout ça dans le cache. Ensuite je synchronise mes threads pour s'assurer que tout mon cache est bien rempli et que mes threads qui vont charger les données depuis la mémoire globale et les mettre dans le cache ont tous fini. Et ensuite j'ai le même code qu'avant, sauf qu'au lieu d'utiliser directement input, j'utilise le cache ici. Alors, qu'est-ce que ça donne d'avoir fait ça? On y a passé un petit peu de temps quand même, on espère que ça vaut le coup. On a gagné un peu plus. Donc on est à 80, un peu moins de 90, 87. Le code marche toujours en .NET. Et est-ce qu'on peut faire mieux? Alors pareil, on va regarder. Ici, donc au lieu de 1, je sais plus combien de gigas, on n'est plus qu'à 400 mégas. 1,7 gigas, on n'est plus qu'à 400 mégas. Pourquoi? Parce qu'au lieu d'aller chercher la donnée en mémoire globale à chaque fois, on l'a déjà mise dans le cache, donc on gagne du temps. 400 mégas, c'est quand même beaucoup plus que 4 mégas, donc il y a encore beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Alors une première idée, ce serait d'utiliser le cache texture. Donc le cache texture, c'est un autre cache sur les GPU, qui est dans la mémoire globale, mais qui est caché dans le cache texture, qui lui est sur le chip. Et il a l'avantage d'être optimisé pour des accès voisins en 2D. Donc si vous avez des threads qui font ça, ça ira vite. Si vous avez des threads éloignés, ça ira pas bien. Mais quand par exemple vous avez le thread 0 qui va là, et le thread 1 qui va là, ça va bien marcher. Donc ça, comment on s'en sert? On va prendre l'image d'entrée, la déclarer comme texture. Ce qu'on peut faire, parce que l'API CUDA est mappée par LibriLaser, donc on se retrouve à écrire du code similaire à ce qu'on écrirait en C, mais en C#. Et on crée des textures, des surfaces, un peu comme on veut. Le code C# donc on obtient ressemble à du code C, sauf qu'il est en C#. Et qu'est-ce qu'on obtient avec ça? Encore un petit bonus. Donc on est à x92 par rapport au code initial. Alors est-ce qu'on peut faire mieux?
Ben oui, on peut faire vraiment beaucoup, beaucoup mieux. Mais à partir de là, ça va commencer à demander beaucoup d'efforts quand même. Donc ici, c'est typiquement le moment où on pourrait s'arrêter. Si le code était simple, ça marcherait très bien et ça suffirait. Il se trouve qu'un problème de stencil, c'est compliqué, donc il faut faire des choses plus compliquées. Donc on décide d'y aller pour de vrai. Qu'est-ce qui reste comme mémoire plus rapide que la shared? Ben, il y a les registres. Donc on va essayer de tout mettre dans les registres. Pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce que sur un GPU, il y a énormément de registres. Là où vous en avez 16 par exemple en AVX2, vous en avez jusqu'à 255 par thread sur un GPU, donc vous pouvez mettre vraiment beaucoup de choses dans les registres. Alors comment on va faire? Ça c'est un peu plus compliqué. Donc on va avoir un buffer roulant de registres, et le threading ne sera pas tout à fait le même qu'avant, c'est-à-dire que notre thread il va commencer ici à charger ces pixels là dans un tableau qui sera sur la stack de longueur constante, donc le compilateur pourra mettre ça dans les registres. Et juste après il va faire ce pixel là et donc charger tout ça. Et qu'est-ce qu'il va faire? Bah, il va invalider la première ligne, charger la ligne d'après, rouler son buffer pardon, et garder tous nos pixels loadés en registre. L'autre truc à faire absolument, c'est de pouvoir enrôler les boucles, donc d'avoir des boucles de longueur connues à la compilation. Donc là, on est obligé d'avoir une window qui est connue à la compilation pour avoir ce genre de boucle ici, que le compilateur de backend qui passe après l'hybridizer puisse voir que cette boucle est enrollable et donc mapper les tableaux sur des registres. Ensuite, il y a un autre truc qui est pour le coup assez long, c'est que avant on faisait un merge sort pour pouvoir trier mon tableau de voisins. En fait, on peut faire, quand on connaît la taille du tableau, on peut faire un sort optimal, qu'on peut même générer en métaprogrammation en C++. Donc c'est ce qu'on appelle des sorting networks. Ça, c'est pas capable de trier un array de longueur variable. Par contre, si on a un array de longueur constante, puisqu'on sait que maintenant Windows est une constante de compilation, ben on peut générer un tri optimal sur ce tableau-là. Ça, c'est possible de le faire, même si c'est en C++ et que ça demande plein de templates. On peut le faire en l'écrivant à la main en CUDA. Et ensuite en appelant cette fonction-là depuis un type qu'on appelle un type intrinsèque, l'hybridizer. Donc ici, j'ai mon buffer de registre, avec des méthodes que je n'ai pas implémentées en C# ici. Et chacune de ces méthodes-là va être mappée automatiquement vers ce que j'ai écrit à la main en CUDA dans un autre fichier. Et donc, bah, par exemple, où est le apply? Voilà, ici, vous vous retrouvez avec un static sort ici, de mon tableau de stack, qui est ici. Et donc, à la fin, je renvoie toujours le même résultat. Donc là, on a dû, quand même, pour faire ça, écrire du CUDA à la main. Peut-être possible de le faire en C#, je te laisserai en parler plus tard. Si tu veux. Donc, la performance, ça va beaucoup mieux. Donc on est à 1000, je sais pas combien, 1300 quelque chose. Alors est-ce qu'on peut faire mieux? Là, en théorie, on est quand même très content, parce que fois 1300 par rapport au code initial, on est bien. Alors, ben, on peut faire mieux, on écrit tout en CUDA directement. On n'utilise pas l'hybridizer, on écrit tout le même code, on l'écrit à la main. Ça a l'avantage que du coup, ça générera un petit peu moins de variables, ça va sauver un registre à gauche ou à droite. C'est un peu mieux et on obtient donc 12% de bénéfices par rapport au code C# de tout à l'heure. Donc, là on a tout perdu, du coup on a tout écrit en CUDA, mais bon, est-ce qu'on peut quand même faire mieux? Ça commence à être compliqué. Donc si on regarde les transactions mémoire, ici on lit 15 mégas, donc la taille de l'image c'est 7,6 mégas parce que c'est des shorts. Donc bon, on l'a lu qu'une fois, en fait on l'a lu et écrit une seule fois et on a un demi méga d'overhead. Donc là-dessus on peut pas gagner grand chose. Qu'est-ce qui se passe sur l'utilisation donc ça c'est un résultat de profiling du code en question. Ben, on voit qu'on fait quasiment pas d'opération mémoire, ni en shared, ni en texture, on fait que de l'arithmétique, donc à 95%. Donc tout ce qu'on peut espérer améliorer, ben, c'est 5%. Qu'est-ce que ça va être les raisons de ces 5%?
Il faut aller voir pourquoi les threads ont stall par moment. On voit qu'on a 27% des warps qui ont stallé, enfin qui n'étaient pas éligibles. Et pourquoi ils l'ont fait? 66% parce que le pipe était busy. C'est-à-dire qu'on attend de pouvoir faire quelque chose. Et là, voilà quoi, on peut pas. Ça, je crois que c'est quoi? C'est Other, je crois. Instruction fetch, voilà, donc ça c'est le pipeline de decoding des instructions qui n'arrive pas à suivre. Et donc ce qui reste, c'est ces 17% là qui sont de l'exécution dependency. L'exécution dependency, ça veut dire qu'on attend le résultat d'une multiplication pour faire une autre. Et donc c'est ça qu'on pourrait améliorer. Ça, de ça. Donc ça fait effectivement normalement les 5%. Alors en guise de conclusion, du coup, enfin de conclusion, de choses à retenir pour la fin de cette présentation, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé, notamment le ratio performance en termes de flop sur performance en termes de bandwidth. Donc là où avant, il y a très longtemps, on pouvait faire un lot de mémoire par multiplication, aujourd'hui c'est plus du tout vrai. Avant on cachait des calculs, genre même des multiplications. Je me souviens d'avoir appris à programmer où il fallait sauvegarder des multiplications pour gagner du temps. Aujourd'hui, vous pouvez faire je ne sais pas combien d'exponentiels à chaque fois que vous faites un lot de mémoire. Donc, par contre, ce qui est obligatoire, c'est de cacher les opérations mémoire. Il faut absolument utiliser les caches, quel que soit le niveau de cache que vous preniez, que ce soit sur CPU ou sur GPU. Et tant qu'à cacher, autant utiliser le cache le plus rapide possible. Sur GPU, vous pouvez le faire en registre quand vous avez un peu de chance. Sur CPU, utiliser le cache, c'est plus compliqué. Et c'est pas le sujet de cette présentation. Donc ce qu'on peut voir là-dessus, par exemple, c'est que une régression en échelle log sur la performance en flop, ça montre que les flops, ça double tous les 2 ans sur CPU et accélérateur. Par contre, la bande passante, elle double que tous les 4 ans sur CPU. Donc régulièrement, la bandwidth se ralentit par rapport au flop, en fait. Et donc voilà, merci à tous. C'est la fin. Allô? Qui veut la première question? La première question est toujours rapide. Merci. Est-ce que tu peux juste revenir sur la slide où tu as dicé au lieu de slicer et expliquer Alors, je sais plus où elle est. comment ça utilise ici, là mieux le GPU, ouais. D'accord. Alors ici, donc je vais peut-être mettre la slide d'avant. Ouais, ça c'est le parallélisme parallèle fort, donc le parallélisme du C#. On a un certain nombre de threads, chaque thread s'occupe d'une ligne de pixels. Ouais. Donc le premier thread va faire toute la ligne, etc. Sauf que quand on a trop de threads, en fait mon nombre de threads excède largement la hauteur de l'image. Donc tous les threads d'en bas ils vont rien faire. Donc ce qu'on fait à la place, c'est mettre un thread par pixel au lieu d'un thread par ligne. Et ça on peut le faire en GPU parce qu'on a tellement de threads disponibles que ça rentre sans problème. Donc on fait en gros un bloc de thread ici. Donc un bloc c'est ce que je disais au début là, c'est un paquet de threads qu'on a distribué dans un bloc 2D. Et donc le premier bloc va s'occuper du premier pixel, donc de ce paquet de pixels. Et à l'intérieur, les threads sont numérotés de 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, etc. Et si on a un bloc ici, par exemple, le bloc de thread ici va s'occuper de ces pixels-là. Ça répond à la question? Ouais, je te remercie. En fait, tu sais, comme sur la slide précédente, oui. Tu montrais l'exemple de 0, 1, 2, 3. Ah oui, pardon. Ouais. Ok, c'est parfait, merci. Okay. C'est pratique ce truc. Du coup, pour continuer la question d'avant, le bloc de thread, c'est ouais. peut-être une question bête, mais sur un GPU, il apporte quoi en fait? Est-ce que 2 threads dans un même bloc sont plus proches? Je sais pas, il y a des histoires un peu comme quand tu as des architectures CPU NUMA, il y a des accès, je sais pas, plus proches, plus rapides, entre 2 threads d'un même bloc ou par rapport à 2 threads qui seraient dans 2 blocs différents. En gros, est-ce que c'est un intérêt de dire que tu mappes des pixels proches de l'image à des threads du même bloc? Ou est-ce que tu pourrais les allouer un peu aléatoirement? Ça a pas mal d'intérêt, mais je pense que je crois que la réponse elle est dans un slide un peu plus loin. Ah. Donc,
Voilà. Et en fait, les threads du même bloc, ils peuvent se parler entre eux avec la shared memory. Donc ça, c'est une grosse valeur ajoutée. Et ensuite, ils ont le même cache texture. Oui, d'accord. Et donc, dans le voisinage c'est pour les techniques d'optimisation ensuite, Dans le voisinage 2D, comme ils vont aller lire tous les deux les mêmes pixels, deux threads proches vont lire le même pixel parce que c'est dans leur voisinage de fenêtre de recherche, ça sera déjà chargé dans le cache. Donc c'est là où on est content d'avoir les threads localisés en 2D. Même sans optimisation en fait, parce qu'il y a quand même le compilateur fait des choses et puis il y a du hardware préfetch et compagnie. Donc, Ok. Oui, en fait, j'avais compris en fait le principe, mais je sais pas, j'ai pas percuté. C'est vraiment, enfin l'analogie dont Régis parlait au début, c'est les threads, c'est plus trop vrai maintenant parce qu'ils ont tout cassé, mais c'est très proche des lanes d'AVX. Okay. Donc je suis pas un grand spécialiste, mais je vois un peu le principe. Donc AVX, c'est des registres, c'est un registre vectoriel. Même MMX à l'époque, il y a très longtemps que ça existe. Donc c'est des gars qui vont faire exactement la même chose. Et donc s'ils sont proches et qu'ils font la même chose en même temps, ça va bien se passer. Ok, merci. Est-ce que tu as comparé la vitesse, par exemple, d'optimiser l'algorithme sur CPU à fond? Non. Parce qu'on pourrait probablement avoir facilement un x100 ou x200. Alors, et après, en termes de puissance consommée... J'ai lancé OpenCV. J'ai pas fait moi. Parce que faire moi, c'est quand même... Enfin, faire de la VX là-dessus, je pense que c'est compliqué. Ça prend du temps, quoi. J'ai lancé OpenCV, je sais pas s'il faisait de la VX ou pas. Je sais pas exactement ce qu'il faisait, parce que j'ai pris un binaire qui était déjà là, j'ai exécuté, ça m'a dit 200 milli. Donc par rapport aux 5 ou 4 secondes du début, x 20. Je pense qu'il y a de la place. Ouais. Après, sur CPU, ce qui serait compliqué, c'est d'une part vectoriser, et ensuite les accès au cache, parce que c'est toujours l'appelé le cache sur CPU. Mais c'est quelque chose à regarder. Ouais. Je vais compléter la réponse parce que un CPU, c'est assez vague. Tous les CPU ne se valent pas. Là, les comparaisons, c'est sur un Core i7 assez récent avec 4 cœurs hyper threadés. On n'a pas comparé avec un 32 corps. Oui, ça c'est sûr. Xeon, etc. Ni sur un Power. Ou un Power, quelque chose comme ça. Il y a aussi une comparaison, parce que la comparaison du hardware, et c'est pour ça qu'on fait la comparaison à la fin, où est-ce qu'on peut faire mieux, et où est-ce qu'on est par rapport à la performance crête. C'est plus ça la référence. Comparer un CPU et un GPU qui n'ont pas la même consommation, qui n'ont pas la même architecture, la même génération, etc., ça n'a pas beaucoup de sens. Là, on compare à la crête, ce qu'on peut avoir au maximum. Ce que tu peux comparer, c'est rigolo ce truc. C'est par exemple si tu fais x4 avec ton GPU mais que tu consommes 300 watts au lieu de 40, t'as perdu en fait. Ah oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Ouais. En fait, à la fin, c'est probablement possible d'écrire un code optimal sur CPU. Ce qui va jouer, c'est le ratio de compute et le ratio de bande passante. Et ceux-là, c'est 10 et 20, quoi. Enfin, c'est par là, quoi. Donc, là, tu as pris le cas le plus favorable pour le GPU, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune dépendance. J'ai pris mon code C#, parce que je pars du principe que j'ai écrit mon code C#, il est en scalaire, je regarde jusqu'où je vais. Si je mettais le même effort de développement vers du code de CPU, j'aurais probablement quelque chose, et à la fin, le ratio de performance entre mon code optimisé CPU et mon code optimisé GPU, ça serait le ratio de bande passante ou le ratio de flop. En l'occurrence, je me permets juste une petite parenthèse. Je ne sais pas comment on fait un sort vectorisé sur CPU. Oui, je serais très curieux d'une implémentation efficace de cette chose-là. Ça serait pour revenir sur une des dernières optimisations quand on faisait l'intrinsic type. Oui. Ouais, ce genre de choses là. Oui. Du coup, quel était l'intérêt finalement de le faire en C# plutôt que de le faire en CUDA directement? Pardon. Quel est l'intérêt de le faire en C# vu
tout le bazar qu'il faut faire, plutôt que de le faire directement en CUDA? Alors, là on est quand même à la fin de l'optimisation, hein. Donc, comme j'ai dit, on pourrait s'arrêter avant. C'était le plus gros job, quand même. L'intérêt, c'est que vous avez que cette fonction-là qui est écrite en CUDA. L'autre intérêt, c'est que tout le reste de votre code reste en C#. Donc si votre projet de 500 000 lignes il est en C#, vous êtes content d'avoir à écrire que ça en CUDA, ne pas migrer trop de trucs. Vous êtes peut-être content de ne pas faire du pinvoke. Vous êtes peut-être content de ne pas recruter un gars qui s'y connaît en CUDA. Voilà. Enfin, il peut y avoir plein de raisons. Ok. Après, quand on s'y connaît très bien en CUDA et qu'on a un projet en natif, effectivement, on va pas s'amuser à faire du C# dans un projet natif pour le plaisir. Mais quand on a un gros projet en C#, on a envie d'écrire le minimum de code natif. Ouais, après on peut se dire, je fais la partie critique dans une DLL native CUDA, et puis je fais mon pinvoke parce que je le fais qu'une fois et que je m'en fous de l'overhead. D'autant plus que le raid du pinvoke c'est pas énorme. Mais il peut y avoir beaucoup de choses, critiques aussi. Ça peut être plus qu'une seule fonction. Ouais, tout à fait. Ok, merci. Juste une question. Est-ce que tu pourras faire quelque chose si tu sais à l'avance la taille de l'image? Est-ce que ça t'apporte une information un peu intéressante de savoir que ton image, elle fait, je sais pas moi, l'exemple que tu as pris là. Quoi, oui. Je pense pas que ça joue beaucoup. Parce que ça... Le coût de l'enrolling de boucle et compagnie, là la boucle est tellement longue que tout va pas rentrer au registre quand même. C'est plutôt sur les petites boucles à l'intérieur qu'on peut enrôler, qu'on peut mettre en registre. Le fait de le savoir à l'avance, ça va probablement sauver un load au début. Pas grand chose de plus, je pense. Tu me dis si... Après, si l'image est trop petite, et on a fait les tests sur un GPU dernière génération, on n'a pas les mêmes gains parce qu'il n'y a pas assez de travail globalement. Parce que pour que ce système de rolling buffer, de registre fonctionne, il faut quand même faire plusieurs itérations, et à la fin, il faut un certain bloc en fait, de traitement à faire. Et 4 millions de pixels, c'est beaucoup. Si on a une image 128 par 128 et qu'on a 100 000 threads, et qu'en plus il faut au moins faire 8 itérations dessus, on n'a plus assez de boulot. Donc on va faire plusieurs images en même temps. C'est ça va changer la configuration d'exécution et la façon de peut-être faire plusieurs images en même temps. Mais après, au sein du code, je vois pas trop l'impact. Okay. Et la deuxième question que j'avais, c'était sur la synchronisation des threads que tu avais dit à un moment. Oui. Est-ce que c'est quelque chose qui coûte cher? Parce que alors, désolé. Ça dépend. Parce que nous, on vient d'un monde qui n'a rien à voir avec les performances. Donc du coup, je me rappelle juste ce que j'ai appris à l'école, qui disait que la synchronisation de threads, de manière générale, c'était assez compliqué et assez cher. Et du coup, je me rends pas compte. Est-ce que là, c'est un truc spécial qui fait que c'est pas cher? Dans ce cas-là, on en synchronise que 32. Donc, ça peut être pas trop cher. Je pense que ça dépend beaucoup. Tu as dû voir des cas tordus. Ça dépend de l'architecture. Ça s'est aggravé, ça s'est amélioré. C'est pas vraiment une synchro de thread, hein, c'est une synchro de lane d'exécution. Pour les ordres de grandeur, une synchro de thread sur CPU, c'est une micro. Si on veut synchroniser tout un socket. Là, on est plutôt sur maximum une centaine de cycles. Donc, on sera pas sur la micro, on sera un peu plus tranquille. Merci. Est-ce que vous avez des clients qui font du machine learning avec ça? Non, pas de machine learning. Mais en même temps que ça. On a des clients qui font du calcul. Essentiellement. Non, je sais pas, non, je crois pas. C'est du risque. Ils font du risque, oui. Tu connais mieux que moi, alors. Il y a le risque, il y a le front office. Et les banques qui sont nos clients, ils font du machine learning, mais pas avec ça. Ou pas encore, ou on ne sait pas. Mais typiquement, le choix du traitement d'image comme exemple, c'est un petit peu orienté vers ça.
Parce que l'idée après, c'est de faire des premiers traitements sur l'image sur GPU et de nourrir le framework de machine learning qui est sur GPU avec les images qu'on a un petit peu massées au début. Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent là-bas. Merci.